Et c'est un témoignage courageux que vous allez entendre, celui d'une femme et maman qui, après avoir subi la violence de son ex-compagnon, se bat contre cet homme qui aurait abusé de leur fils. Tout commence en 2010, lorsque Sonia rencontre un certain Maxime. À 29 ans, la jeune femme tombe immédiatement amoureuse de cet homme, charmeur, et un bébé ne tarde pas à arriver. Mais le bonheur ne sera que de courte durée, car les violences et les humiliations seraient devenues le quotidien de Sonia. Quand le petit Evan a 6 mois, la jeune maman parvient à quitter Maxime, mais ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que l'homme n'aurait pas tardé à battre son propre fils. Pire encore, le trentenaire aurait abusé sexuellement d'Evan lorsqu'il le gardait. Et la justice ne vient pas en aide à Sonia, qui fait tout pour protéger son unique enfant. Car depuis plus de 3 ans, Evan est placé chez ses grands-parents paternels, qui seraient eux-mêmes violents envers l'enfant. Sonia ne peut voir son fils que 4 fois par mois, un déchirement pour cette maman. Sonia sera avec nous en direct dans un instant. Puisque dans un instant, je vais recevoir Sonia, qui à 38 ans vit un véritable enfer. En fait, tout commence en 2010 quand elle fait la rencontre d'un jeune homme que l'on appellera Maxime. Très vite, c'est le coup de foudre, les jeunes gens s'installent ensemble et ne vont pas tarder à accueillir leur premier enfant, Evan. Mais derrière l'apparence d'homme parfait de Maxime se cacherait en fait un homme violent et manipulateur, car l'homme aurait battu et humilié Sonia. Alors, quand Evan, âgé de 6 mois, Evan est âgé de 6 mois, Sonia s'enfuit avec le bébé sous le bras, et pendant des mois, Maxime n'aurait pas essayé de voir son fils. La maman pense alors qu'il va la laisser tranquille, mais en réalité, le calvaire ne fait que commencer, car Maxime parvient à obtenir un droit de garde partagé, et le père de famille va maltraiter son jeune fils. Comble de l'horreur, Evan aurait confié à sa mère qu'il subissait des attouchements sexuels de la part de son père. Écœurée et sous le choc, Sonia porte plainte, mais cette plainte sera classée sans suite. Et malgré de nombreux signalements des différents services médicaux et sociaux, Evan sera placé chez les grands-parents paternels, vivant juste à côté de chez Maxime, tandis que Sonia, elle, ne peut voir son fils que seulement quelques fois par mois. C'est une vraie torture au quotidien pour cette maman qui est morte d'inquiétude. Avant d'accueillir Sonia en direct sur ce plateau, retour sur cette histoire d'amour qui avait pourtant, comme souvent, hélas, bien commencé. Nous sommes à Breuillé, dans l'Essonne, à 35 km de Paris. C'est ici que vit Sonia en 2010. En novembre, la jeune femme fait la rencontre d'un certain Maxime, vendeur de pièces automobiles, âgé lui aussi de 29 ans. Sonia tombe très vite amoureuse de cet homme, aux airs charmeurs. Et un mois plus tard, le nouveau couple emménage ensemble. Au bout de 5 mois de relation, Sonia tombe enceinte. Mais peu après l'annonce de sa grossesse, la relation des jeunes tourtereaux va prendre une toute autre tournure. Car Maxime serait devenu violent envers Sonia, psychologiquement et physiquement. Il l'aurait brutalement bousculée et lui aurait asséné des coups dans le dos. Quotidiennement, la jeune femme subirait de plus en plus d'insultes, de mensonges et d'infidélités de la part de son conjoint. Mais Sonia se mure dans le silence. Le 13 décembre 2011, le petit Evan voit le jour. Mais Maxime ne s'occuperait que très peu de son fils, et les violences envers Sonia seraient alors allées crescendo. En juin 2012, après un nouvel accès de rage, Sonia quitte définitivement Maxime et se réfugie chez sa mère, son fils sous le bras. La jeune femme souhaite tout de même que le petit garçon garde un lien avec son papa. Alors, elle pousse Maxime à voir Evan. Mais lors de ces retrouvailles, une fois Evan endormi, Maxime en aurait profité pour faire subir des violences et des agressions sexuelles à Sonia. Un soir de septembre 2013, devant leur enfant, Maxime aurait même étranglé son ex-compagne et il aurait essayé de la défenestrer. Sous le choc, Sonia porte plainte pour agression sexuelle et violence. Maxime est placé en garde à vue, mais il écope d'un simple rappel à la loi. Mais la mère de famille recevrait maintenant des menaces de mort de la part de Maxime, qui veut revoir son fils.
Et contre toute attente, l'homme finit par saisir le juge aux affaires familiales pour statuer sur la garde du petit Evan. En juin 2014, le juge accorde à Maxime la garde d'Evan un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Mais le cauchemar est loin d'être terminé pour Sonia et son fils. Car au bout de quelques semaines, Sonia aurait remarqué qu'Evan rentrait des visites avec son père avec des marques sur le corps. Le petit garçon aurait alors confié à sa mère que Maxime serait violent avec lui. Mais surtout, Sonia est interloquée par certains comportements de son fils de 3 ans. Par exemple, lors du bain, Evan mettrait la tête de sa peluche sur son appareil génital et mimerait une fellation. Il demande aussi à sa mère de ne pas lui faire mal au zizi, comme papa. Avec ses mots d'enfant, il aurait expliqué avoir fait des bisous sur le sexe de son père. La mère de famille est sous le choc. En mai 2015, Sonia porte plainte pour agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, par ascendant. Mais la plainte est classée sans suite, 2 mois plus tard. Retour en direct sur le plateau de cette quotidienne de crimes et faits divers. Bonjour Sonia. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. On va essayer de raconter votre histoire le plus précisément possible. Votre compagnon, on l'appelle Maxime. C'est un pseudo qu'on lui donne parce qu'il n'est pas jugé. Il est présumé innocent dans les faits. Et on va voir que le chemin judiciaire est long, quel qu'il soit. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles vous êtes sur ce plateau également pour essayer de faire bouger les choses. Vous l'avez rencontré en novembre 2010. C'est ça. Comme souvent, dans ces histoires, tout commence bien. Et vous avez l'impression même qu'il est presque parfait. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a plu en lui? Alors physiquement, bon, c'était pas le coup de foudre, ça c'est venu après. Ce qui m'a plu, c'était qu'on avait la même vision de voir les choses. Il voulait ce que je voulais dans la vie, en fait. Je me suis aperçue plus tard qu'en fait, il copiait ce dont je voulais. On parlait énormément, on parlait de tout, on rigolait beaucoup et il avait la même vision de voir la vie que moi et il voulait des enfants aussi plus tard, ce qui est arrivé très vite, mais bon voilà, on avait les mêmes, on avait des points communs. J'avais l'impression qu'on avait des points communs, beaucoup. 1 mois après, vous habitez ensemble. Ouais. 5 mois après, vous tombez enceinte. Racontez-moi ce moment où vous lui annoncez qu'il va être papa. Alors déjà, je tiens à préciser que je suis tombée enceinte, c'était voulu de nous deux. J'ai fait le test de grossesse toute seule un soir, il était devant le match de foot. Et après, je lui ai écrit une petite lettre en fait, pour lui annoncer qu'il allait être papa. Je l'ai appelé et je lui ai donné la lettre. Donc moi, j'étais très émue, bien évidemment. Lui était content, mais j'ai pas vu plus d'émotion que ça. Ça vous a déçu? Un petit peu. Mais bon, après ça s'est vite effacé parce que voilà, j'ai vu qu'il était content quand même. Mais, en fait, il a lu le mot, il a continué à regarder son match? Non, c'était fini. J'ai attendu la fin du match. Une fois que vous allez tomber enceinte, c'est là où vraiment les choses vont commencer à dégénérer. Oui. Qu'est-ce qui se passe? J'ai découvert plein de choses sur son ordinateur, sur son téléphone, des conversations avec des femmes, une fois avec un homme aussi. Sur l'ordinateur, j'ai vu qu'il était inscrit dans plein de sites de rencontres pornographiques, puisque c'était pas des simples sites de rencontres, comme ça existe beaucoup. Quand on parlait de conversations sur son ordinateur avec des hommes et des femmes, c'est sexuel? Alors sur son ordinateur, les conversations, c'était que des femmes de tout âge. C'était de 17 ans à 60 ans, de toute ethnie, et c'était des conversations sexuelles très dégradantes, sales au sens propre du terme, il y avait de tout. La violence a commencé aussi, pendant que j'étais enceinte. Il a commencé à vous frapper? Alors, il a commencé par être très brutal. C'était des coups sur les épaules ou dans le dos, mais c'était aussi... il me poussait énormément. Il me secouait. Voilà, ça a commencé comme ça, en fait. Et ça s'est aggravé au fil du temps? Au fil du temps, j'ai vu qu'il mentait sur tout et n'importe quoi.
y compris sur les femmes. Je ne sais pas s'il voyait des femmes, mais en tout cas, ce que j'ai découvert sur son téléphone et sur l'ordinateur, c'était extrêmement dur et choquant pour moi. Il se désintéressait de ma grossesse. C'était... voilà. Il disait qu'il était content, mais sans plus. Vous restez avec lui quand même? Je reste avec lui jusqu'au 7e mois de grossesse, où là, je découvrais de plus en plus de choses. Vous lui en parliez ou pas du tout de ces choses que vous découvrez? Et c'est là justement qu'il y avait de la violence. Alors il niait, il disait que j'inventais les choses, que c'est parce que j'étais pas bien, que c'est parce que j'étais enceinte, que voilà, je voyais des choses qui n'existaient pas. Et puis comme j'insistais, il y avait la violence, il s'énervait, c'était quelqu'un, alors il n'était pas alcoolique, mais il buvait quand même tout seul. Il fumait beaucoup de substances illicites, donc ce qui l'énervait encore plus quand il en avait pris. Et il en prenait quasiment tous les soirs. Et au bout de 7 mois de grossesse, donc vous partez vivre un mois chez votre sœur. C'est ça. Mais vous revenez? Oui. Parce que je l'aimais quand même, parce que je me disais que... Enfin, je voulais pas que mon enfant vive sans papa. Je voulais pas qu'il naisse sans son papa, puisse assister à l'accouchement, puisse le voir bébé. Je voulais vraiment qu'on soit une famille. Et que mon fils ait un papa, une maman, et que ça se passe bien. Donc... Vous rêviez encore de la famille idéale? Oh oui. C'était ce que je voulais, et voilà, malgré tout ce qu'il avait fait, je me suis dit que moi, Super Sonia, j'allais peut-être réussir à ce qu'il change. Je me disais qu'avec un bébé, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je me suis dit peut-être que ça va le faire changer, sûrement. Il faut. Le 13 décembre 2011, Evan naît. Il va filmer l'accouchement, vous lui avez dit de ne pas le faire. Il l'a pas filmé, mais il a commencé, ouais. Il a commencé à filmer. Ouais. Vous lui aviez dit que vous ne le souhaitiez pas? J'en avais parlé avant avec lui, il m'avait dit qu'il voulait filmer, je lui ai dit qu'il ne voulait pas. C'est surtout parce que je savais très bien ce qu'il allait faire de la vidéo, c'est-à-dire la montrer à tout le monde et n'importe qui, parce que c'était tout à fait le genre. Donc moi, il était hors de question qu'il filme ces moments-là. Donc il a pris des photos quand j'étais en salle de travail, voilà, c'est bon. Et oui, quand j'étais en train d'accoucher, il a commencé à sortir son téléphone et à filmer. Et là, malgré la douleur, je me suis quand même énervée, je lui ai dit de pas filmer, donc il a rigolé, il a rangé son portable. De retour à la maison, la situation ne va pas vraiment s'arranger parce que chaque fois qu'Evan pleure, c'est un bébé, c'est normal, lui s'énerve. Il supporte pas d'entendre pleurer, il s'en occupe pas du tout. Il ne supporte pas les conseils que je peux lui donner, comment changer une couche, et il s'énerve. Et il sort beaucoup le soir. Il s'occupe pas de son fils? Du tout. J'essaye, des fois, qu'il prenne le bain, ou au moins qu'il soit là, mais il décroche complètement. Et voilà, il sort beaucoup la nuit, comme il sortait quand j'étais enceinte. Il rentre à 9h, 10h du matin, soi-disant pour aller faire des pokers, mais finalement, je sais pas ce qui se passe. Ça va durer 6 mois. Au bout de 6 mois, vous décidez de partir. Oui. Qu'est-ce qui vous pousse à partir une nouvelle fois? Parce que vous étiez déjà parti au 7e mois de la grossesse. Là, vous repartez alors que votre fils a 6 mois. Qu'est-ce qui vous pousse à partir? Mon fils. Parce que avec moi, bon, il avait le même comportement. C'était catastrophique. Moi, j'étais exténuée parce que je venais d'accoucher. J'allaitais. J'ai eu aussi parallèlement un début de cancer du col de l'utérus, donc avec opération, tout ça, ça m'a extrêmement fatiguée. Plus les disputes incessantes. Et je voyais qu'il commençait à être brutal avec mon fils, voilà, qu'il ne me supportait pas. Et je me suis dit que mon fils ne pouvait pas vivre dans une ambiance comme ça. Et c'est lui qui m'a fait partir. Il va vous écrire 2 lettres dont une où il s'excuse clairement. Vous acceptez ces excuses? Non. Ça me fait du mal parce que je sais tout ce qui s'est passé. S'il est comme ça, c'est parce qu'il a quand même été maltraité psychologiquement, peut-être physiquement, un petit peu par ses parents, notamment par sa mère. C'est ce qu'il vous dit dans la lettre, d'ailleurs. Ouais. Il vous explique qu'il aurait été maltraité par sa mère. Il vous dit même psychologiquement, énormément. Il vous dit même qu'il aurait subi des attouchements? Qu'il aurait été abusé par un animateur en camp de vacances, oui. Et ça, il me l'a avoué quand je suis partie. Sa lettre, elle me touche parce que je sais tout ce qu'il a vécu avec ses parents, notamment sa mère. Je l'ai vu de mes propres yeux quand j'étais en couple avec lui.
Je sais que s'il est devenu comme ça, c'est à cause de ce qu'il a vécu avec ses parents, ce qui m'excuse en rien du tout, tout ce qu'il fait, voilà. Et alors, assez bizarrement, il y a ces 2 lettres, et puis il vous envoie des mails. C'est ça. En même temps, Ouais. qui sont des menaces de mort. Il y a des menaces de mort dans ces mails. Il y en a eu, oui. Donc il y a les excuses. Des SMS. Il y a les excuses et en même temps, il y a... C'est en boucle. Ouais. C'est soit il dit qu'il m'aime, que de toute façon, moi, Evan, on lui appartient, qu'il n'aura jamais d'autres femmes, à part sexuellement, dans sa vie, ni d'autres enfants. Voilà, qui sait tout le mal qu'il m'a fait, mais que c'est à cause de ce qu'il a vécu étant petit. Et parallèlement, oui, il dit qu'il me détruira de toute façon et qu'il m'enlèvera mon fils. Et il y a eu des menaces de mort également. Sabrina Philippe, ce double visage, en fait, c'est étonnant quand même, à la fois excuse-moi et les menaces. En fait, c'est étonnant et en même temps, ça participe du même mouvement. C'est-à-dire que le excuse-moi, c'est pour, en général, faire revenir la personne qui s'est éloignée, en l'occurrence vous faire revenir. Et voyant que ça ne fonctionne pas, ensuite, il y a des menaces, puisque ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est une tentative de récupération qui ne fonctionne pas. Et si on n'arrive pas à récupérer l'autre, dans ce cas-là, il ne doit pas pouvoir vivre bien sans lui. C'est ça l'idée. Sonia, vous, malgré tout, vous êtes partie, mais vous voulez que le lien continue à exister entre Maxime et son fils, parce que le lien père-fils, vous pensez que c'est important. Oui. Vous allez le pousser à venir voir son fils à plusieurs reprises. Et moi-même, j'y suis allée quand il ne voulait pas venir. Comment ça se passe, ces visites? Mal. Très très mal. Il ne s'occupe pas de notre fils. Et moi, c'est en alternance agression sexuelle et violence. Et puis, agression psychologique, chantage, menaces. Et moi, je préfère persister à faire ça et moi subir tant que mon fils ne se retrouve pas tout seul avec son père. C'est-à-dire que quand il vient voir son fils, il vous viole également? Il y a eu des agressions sexuelles, une tentative de viol, oui, pendant que mon fils il se débrouillait en fait pour venir quand mon fils était à la sieste. Et les attouchements, c'était aussi devant mon fils. Qu'est-ce que vous dites dans ces moments-là? Je me défends physiquement, psychologiquement. Je suis exténuée parce que, voilà, physiquement, c'est dur de le repousser. Enfin, voilà, c'est un homme, hein, il fait pas mon poids ni ma taille. Et psychologiquement, j'essaie de préserver mon fils. Donc, je m'énerve pas. Mais à lui, je lui fais comprendre que non. Et puis, il insiste. Il va y avoir des actes très violents. Il va essayer de vous étrangler. Il va coincer la tête de votre fils dans une porte. Je l'ai supplié en fait de ne pas me faire de mal devant mon fils. Donc il m'a poussé dans la cuisine et il lui a fermé la porte dans la tête. Qu'est-ce qu'elle dit la maman dans ces cas-là? Comment? Qu'est-ce qu'elle dit la maman dans ces cas-là? J'ai pas eu le temps de dire grand-chose, je lui suppliais d'arrêter, mais il était en train d'essayer de m'étrangler, il a voulu me jeter par la fenêtre de la cuisine, et voilà, donc j'essayais de me débattre. Vous portez plainte? Oui. J'ai été poussée par un ami à le faire, et les policiers m'ont dit, il faut pas... Si vous portez pas plainte, il va s'en prendre à votre fils, donc il faut absolument porter plainte. Et c'est ça qui m'a fait porter plainte. Et ces plaintes, ça donne quoi? Il a eu un rappel à la loi j'ai porté plainte pour agression sexuelle, tentative de viol et violence. Et il a juste eu un rappel à la loi. Maître Philippe Henri, juste un rappel à la loi? C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, vous voyez? C'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait pour émettre à un moment donné un diagnostic pour se dire est-ce qu'il y a un risque ou pas de risque? Ça paraît extrêmement étonnant si on a effectivement une agression sexuelle ou une tentative de viol qui sont avérées, qu'on ait un rappel à la loi. Il y a aussi quelque chose qui est qu'est-ce que la justice peut vraiment faire? Parce que est-ce que dans ces cas-là, la prison c'est une solution? Est-ce que ça changerait quelque chose? Et encore une fois, c'est parfois la police et la justice qui se retrouvent un peu incapables de prendre des décisions parce qu'elles n'en ont pas forcément les moyens. Est-ce que dans ces cas-là, ça serait pas un accompagnement psychologique? Est-ce que ça serait pas, vous voyez, des mesures qui soient plus à même de rétablir la situation? Mais c'est sûr que, encore une fois, c'est tellement difficile de savoir ce qui a pu se passer et ce qui va se passer dans le futur.
et de prendre des bonnes solutions qui parfois ne sont pas forcément judiciaires. En mai 2014, il y a un premier jugement aux affaires familiales qui donne un droit de visite et d'hébergement un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires en présence de la grand-mère paternelle, c'est ce qui est ordonné. En septembre 2014, Evan rentre en maternelle. Il vous dit que son père crie beaucoup sur lui. Il me dit que son père lui crie tout le temps dessus et qu'il le tape. Qu'il est méchant. J'ai essayé de parler avec son père, mais il a tout nié. Les marques que mon fils avait, il a dit que c'était pas lui. Donc la communication était juste impossible. Alors après votre plainte pour agression sexuelle en 2015, vous n'êtes pas entendu et malgré votre acharnement, les choses ne vont pas tarder à empirer car votre fils va vous être retiré. Un jour d'octobre 2015, Sonia est placée en garde à vue pour non-présentation d'enfant. Maxime a en effet porté plainte contre elle. Après avoir passé la journée en cellule, elle est déférée devant le parquet. La substitut du procureur l'aurait alors averti de ne plus porter plainte contre Maxime et de le laisser voir Evan. La mère de famille est dos au mur. En février 2016, Evan serait rentré de chez son père très amoché. Il présenterait un énorme hématome sur le front, une grosse plaie et une brûlure de cigarette. Sonia le conduit à l'hôpital. Et après examen, les médecins constatent des fissures anales. Le centre médical fait un signalement, tandis que le petit reste hospitalisé pendant 1 semaine. Sonia décide alors de réitérer la plainte pour agression sexuelle à l'encontre de Maxime. Mais l'enquête piétine. Le 17 mars 2016, le juge pour enfants statue sur la garde d'Evan. Et contre toute attente, pour le motif de conflit parental, l'enfant est placé en foyer d'accueil, puis en famille d'accueil, pendant presque 1 an. Evan se serait alors confié sur les abus à sa nouvelle famille, qui signale à son tour le cas aux services sociaux. En janvier 2017, devant le juge pour enfants, les assistantes sociales plaident pour que Sonia obtienne la garde exclusive de son fils. Mais une nouvelle fois, c'est l'échec. Evan est placé chez ses grands-parents paternels qui habitent à 100 mètres de chez Maxime. Et Sonia affirme que là-bas, le petit garçon subirait des maltraitances physiques. Aujourd'hui, Sonia ne sait plus quoi faire pour protéger son fils, qui a désormais 8 ans. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Sonia est toujours avec nous. Sonia, c'est très grave, les accusations qui sont portées, Oui. les accusations que vous portez. Oui. Oui, je tiens à revenir juste sur le reportage. Quand mon fils a été hospitalisé, c'est pas moi qui ai décidé d'aller porter plainte, c'est vraiment l'hôpital qui m'a dit « Madame, il faut absolument aller porter plainte ». Donc mon fils a été ensuite placé, malgré 7 signalements quand même des institutrices d'Evan, des psychologues, des hôpitaux. Il a quand même été placé voilà, au début en foyer, puis en famille d'accueil. Il y a des images très dures dans ce reportage. Il y a les images de votre fils avec des coups, avec des brûlures. Ces images ne font pas bouger la justice? Du tout, sachant que les images qu'on a vues sont voilà, des images parmi tant d'autres. Il est revenu, quand il a été hospitalisé, il avait aussi des griffures sur tout le corps. Des fissures anales, effectivement, avec un héritage buccier. Il avait de l'eczéma, il était couvert d'eczéma nerveux sur tout le corps, sachant que mon fils n'a aucun problème de peau. Des brûlures de cigarettes, des coups, effectivement une plaie sur le front. Et puis un discours juste horrible. Qu'est-ce qu'il vous disait? Ce qu'il a dit au pédiatre, déjà que son papa le tapait, qu'il lui avait cogné la tête contre la table basse, c'est pour ça qu'il avait une blessure, qu'il lui avait fait des brûlures de cigarettes. Après, il disait qu'il lui mettait son zizi dans les fesses et qu'il appuyait. Qu'il a sorti du savon de son zizi sous la douche
Que Zizi à papa c'était caca. Et plein d'autres choses. Face à ça, on est un peu désemparé. C'est incompréhensible, c'est-à-dire que, bon, encore une fois, je suis pas juge, mais les éléments... Personne n'est juge. Je le redis, il est présumé Voilà. innocent et on a changé son prénom pour le protéger. C'est important, mais... Vous évoquez des éléments, vous amenez, enfin quand même, les photographies, on les a sous les yeux. Enfin, moi, je comprends pas si vous avez déposé plainte, qu'il n'y ait pas une enquête qui soit déjà en cours, qu'il n'y ait pas un juge d'instruction qui soit saisi, qu'il n'y ait pas une garde à vue. Enfin, ça me paraît incompréhensible. Après, encore une fois, je connais pas les éléments du dossier, donc... Le 18 juillet 2015, il y a un classement sans suite de la plainte pour violence et agression sexuelle sur Evan par son père. Et il faut savoir que donc à l'hospitalisation, les médecins m'ont dit d'aller porter plainte. Il faut savoir que la plainte a été classée en 2 semaines et que le père d'Evan n'a pas du tout été entendu. Ce que je comprends pas, c'est qu'en novembre 2015, il y a un signalement de l'hôpital. D'octobre 2015 à février 2016, il y a le signalement d'un psychologue. Il y a 3 signalements de l'institutrice à qui Evan parle d'abus sexuels. Alors honnêtement, encore une fois, on n'est pas là pour juger, mais au moins ça mérite d'enquêter. En tout cas, ça mérite d'entendre tout le monde. Ça mérite de savoir si ce que dit Evan est vrai. Le minimum, c'est une garde à vue, des vérifications, enquête de voisinage, quelques constatations, constituer un dossier, voir ce qu'il en est. Je l'ai déjà dit ici, je le répète, madame, c'est possible qu'un procureur passe à côté d'un dossier et qu'il fasse un classement sans suite. C'est regrettable, mais c'est possible. En revanche, vous avez le droit de faire en quelque sorte appel de ce classement sans suite et de saisir directement un juge d'instruction. Et le juge d'instruction, il devra mener les investigations minimales pour essayer de faire la vérité. Donc il ne faut pas s'arrêter simplement à un classement sans suite, vous avez des droits, vous allez voir un avocat, et puis il va vous accompagner pour vous aider à aller en avant dans cette procédure. Mais maître, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on lui a retiré la garde d'Evan? C'est quelque chose qui, moi, me paraît... Alors, on parle de conflit familial. Oui, il y a un conflit familial, mais est-ce que ça sous-entend que la justice pense qu'Evan est en danger avec Sonia? Alors, c'est 2 procédures très distinctes. Il y a la procédure devant le juge aux affaires familiales, le juge des enfants, et la procédure pénale. Parfois, c'est d'ailleurs des procédures qui ne communiquent pas, c'est-à-dire que un des juges ne sait pas ce qui se passe dans l'autre procédure et inversement. Quand on arrive devant un juge des enfants qui va se prononcer sur la nécessité de la garde, ou en tous les cas de retirer ou pas la garde, on lui présente un certain nombre d'éléments qui ne sont pas forcément les éléments de la procédure pénale, où on lui dit il est présumé innocent, donc vous ne pouvez pas forcément en tenir compte. Et puis ensuite, ils vont essayer de faire dans l'intérêt de l'enfant avec un principe de précaution. J'imagine que la réflexion du juge, ça a été de se dire visiblement, il y a des problèmes entre les deux, ça cause des dommages à cet enfant, retirons-le provisoirement, histoire que les choses se calment. C'est peut-être ce qu'il a pensé. Je pense aussi, les prochains jugements, ce sera en juin 2020. Comment vous allez, Sonia? Pas bien du tout. Je tiens à préciser, pour rebondir sur ce que monsieur a dit, le procureur, donc en 2018, a réouvert toutes les plaintes. Il a fait des réquisitions à la juge qui disait qu'il fallait absolument que mon fils retourne auprès de moi, qu'il y ait un droit de visite médiatisé en lieu pour le papa. Ce à quoi la juge n'en a tenu absolument... elle n'en a pas tenu compte du tout. Elle l'a laissé au domicile des grands-parents paternels. Le procureur a saisi le juge d'instruction pour faire une enquête pour violence aggravée contre moi et pour violence aggravée, corruption de mineurs et agression sexuelle contre mon fils. À l'heure d'aujourd'hui, l'enquête elle est toujours en cours et il ne se passe rien de plus. Je prenais de vos nouvelles. Vous allez comment? Pas bien. Tant que mon fils ne sera pas sauvé, ne sera pas protégé, je ne pourrai pas aller bien. Je continue malgré tout à me battre parce que contre cet acharnement judiciaire, parce que je ne peux pas, enfin voilà, là c'est bien le cas. Et tant que je n'aurai pas réussi à sauver mon fils, je ne pourrai pas aller bien et je continuerai à me battre. Et Evan, comment va-t-il? Pas bien. Pas bien du tout, parce qu'il est placé donc, dans la famille paternelle, ça se passe très mal. Ils veulent monter mon fils contre moi, ils veulent m'enlever la garde, que je ne le vois plus du tout. Et Evan subit, donc, et par son père, et par les grands-parents paternels aussi, qui lui font beaucoup de maltraitance psychologique et aussi physique. C'est votre position, bien évidemment, et voilà, et on vous écoute, on n'a pas d'opposition en face, donc voilà, on est obligé de dire que c'est simplement votre position et qu'il n'y a pas d'éléments juridiques pour l'instant, et si vous déposez plainte, il y aura
sans doute une plainte, un jugement, etc. Mais pour l'instant, eux aussi, comme votre ex-compagnon, sont présumés innocents tant qu'il n'y a pas de jugement. Mais votre témoignage était très touchant. Et j'espère que les choses vont avancer. J'espère aussi. Merci. Merci beaucoup, Sonia. Donc, crime et fait divers.